Salut tout le monde, bienvenue à ce cours 7. Tout de suite, je vous arrête. Si vous n'avez pas fait l'examen, faites l'examen en premier. Vous y avez accès depuis lundi normalement, mais c'est vraiment ça l'urgent. Je vous rappelle que c'est à me remettre aujourd'hui avant minuit sur le Léa. Donc c'est vraiment le gros morceau de la semaine 7 à la mi-session. Euh, je vous ai déjà donné les consignes, vous avez déjà le document d'accessible dans le Léa, mais faites ça en premier avant d'écouter ce cours-ci, s'il vous plaît. C'était mon premier avertissement, c'était un peu dramatique pour commencer, mais je voulais souligner l'importance de la chose. Deuxième chose que je voulais vous dire pour débuter ce cours-ci, donc on est rendu à la semaine 7 et oui, déjà la moitié de la session de fait. Je voulais vous rappeler que dans 2 semaines, donc à la semaine 9, le 1er avril, vous avez une première remise sommative, une première remise qui compte pour le travail de session à me remettre. Donc, c'est la même chose que vous m'avez remis à la semaine 4 à quelques différences près. Donc, votre page de présentation, votre plan qui inclut votre problématique, vos fiches de lecture, mais attention, cette fois-là, j'en veux 12, pas seulement 5, j'en veux 12 au total, minimum. Vous pouvez aller plus loin que ça, mais moi, je vais en corriger 12. Avec votre médiagraphie, avec les commentaires, en fait, les corrections que vous avez faites suite aux commentaires que je vous ai donnés. Là, c'est vraiment votre version finale de ça. Je vais le corriger, je vais le noter et mettre la note dans le Léa comme j'ai fait pour l'atelier sur la Grèce et pour l'examen par la même occasion que je vais faire. Et dans le même document, parce que c'est important de ne pas faire plusieurs documents, là, dans le même document, ça c'est optionnel, ça c'est formatif, c'est votre choix. Vous pouvez commencer votre rédaction, commencer à m'écrire votre texte et moi je vais faire une première lecture pour vous dire ah ben c'est bien, ça s'en va dans la bonne direction ou fais attention à ça, des fois il y a des formulations où ça s'en va un petit peu partout. Mais ça c'est vraiment à votre discrétion, c'est vous qui choisissez de profiter de cette option-là ou pas. Dans les années passées, j'ai des fois des gens qui m'ont remis le texte complet pour avoir une première lecture, puis j'ai des gens qui me remettent rien. Les deux sont corrects. C'est vraiment vous, selon où est-ce que vous êtes rendu dans votre travail, est-ce que vous êtes à l'aise de vivre comme stress d'inconnu. Je vous laisse aller avec ça, c'est pas moi qui décide. Euh, donc, on continue notre petit périple, hein, cours 7. On est rendu là avec la Renaissance, donc on a fini nos antiquités. Hein. Je dis nos antiquités parce qu'il y en a quand même 3 à 4 qu'on a vus ensemble. Ensuite, le Moyen-Âge. Et là, on tombe vraiment là, dans la deuxième partie de la session, hein, avec l'examen de mi-session par la même occasion. On part là, vraiment plus pour s'en aller jusqu'à nos jours. On est rendu à la Renaissance aujourd'hui. Je vais faire ça vraiment court. Je vais essayer de faire ça vraiment court parce que théoriquement, donc, ce serait un demi-cours. Hein, si on était en présentiel, on aurait eu un cours, 1 heure et demie pour faire l'examen. Et ensuite, ce serait 1 heure et demie pour la Renaissance. Les autres semaines, on va retomber avec un cours de pleine longueur pour la suite des choses. Donc, je vais essayer de faire un survol. Je vous promets rien. Vous savez que j'aime ça jaser, j'ai toujours plein d'anecdotes, même si je me retiens beaucoup, ça finit par sortir. Donc, petit rappel, hein, petite mise en situation. À la fin donc de l'Empire romain, vous vous souvenez, je refais ça là, pour se replacer tranquillement, hein, parce que les choses, c'est une continuité. On va voir aujourd'hui des conséquences, des choses qui se sont passées il y a 3-4 semaines, 3-4 cours. Donc, à la fin de l'Empire romain, on a notre séparation en deux de l'Empire romain. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Là, je les pointe comme ça parce que c'est comme ça qui serait sur ma carte en avant de moi. Vous comprenez le principe. On a la chute de Rome avec la chute, entre parenthèses, hein, lors de l'arrivée des tribus germaniques de l'Empire romain d'Occident, qui va nous donner nos nouveaux royaumes avec le Moyen-Âge que je vous ai présenté pendant 2 semaines. Donc, le royaume des Francs, le Saint-Empire germanique là, qui va nous donner l'Allemagne par la suite et tout et tout. Avec l'Espagne qui a été conquise par les musulmans. Je vais faire un lien avec les musulmans, c'est pour ça que je le mentionne. Mais on a aussi l'Empire romain d'Orient, excusez-moi, qui lui a perduré dans le temps, qui a duré 1000 ans de plus. Donc cet empire byzantin, hein, que moi j'ai appelé empire byzantin, mais eux, je vous le rappelle, s'appelait l'Empire romain d'Orient. Il a perduré donc jusqu'en 1453 avec la prise de Constantinople par les Turcs. Ça, c'est important comme point. Hein, je vous l'avais dit en finissant le cours 6, c'est vraiment le point tournant pour passer du Moyen-Âge dans la période de l'époque moderne. Mais ce que je ne vous ai pas mentionné, parce que là, c'est plus en lien avec cette semaine,
c'est que cette chute de Constantinople-là, oui, c'est un point tournant parce que l'Empire romain d'Orient chute, mais c'est aussi parce que dans cette chute-là, quand la guerre se déclare, quand les Turcs attaquent la ville, eh bien, on a des gens qui ne sont pas des guerriers, des intellectuels, des professeurs, des scientifiques, tous ces gens-là qui ne sont pas des guerriers dans la vie, vont choisir de fuir. Et ils vont fuir où? Pour pas être pris par les musulmans et pas être massacrés. Ils vont fuir donc dans l'ancien royaume d'Occident, c'est-à-dire dans les nouveaux royaumes germains, entre autres la France. Je vais utiliser les termes modernes là, pour qu'on se retrouve. La France, l'Italie et ainsi de suite. Mais cet exode-là, hein, le fait que ces gens-là fuient l'attaque des musulmans, mais ça va avoir une conséquence très significative pour nos royaumes d'Europe. C'est-à-dire qu'ils vont s'en venir, mais ils vont s'en venir pas les mains vides. Ils vont s'en venir avec des livres remplis de connaissances que les Européens d'Occident avaient perdues complètement pendant le Moyen Âge. Ils vont arriver avec des livres qui nous viennent du latin, qui nous viennent du grec de l'Antiquité, et c'est eux qui vont initier, d'une certaine manière, qui vont permettre la Renaissance. Parce que la Renaissance, c'est quoi? C'est la renaissance des connaissances gréco-romaines. Les Grecs et les Romains, ce sont nos deux antiquités. Je vous avais parlé en cours sur Rome que les Romains sont tellement influencés par les Grecs qu'on appelle ça la culture gréco-romaine. Mais c'est l'arrivée de tous ces scientifiques, de tous ces savants, de tous ces des gens de savoir qui va permettre la Renaissance en Europe d'Occident. Il faut faire attention aussi, cependant, hein, ces connaissances de l'Antiquité grecque, elles s'étaient perdues en Europe de l'Ouest, mais elles ne s'étaient pas perdues partout dans le monde. Rappelez-vous, je vous ai montré là, dans les 2 derniers cours, les musulmans ont conquis, oui, la Mésopotamie, l'Égypte, le nord de l'Afrique, et ils sont même remontés jusqu'en Espagne. Mais tout ça, ce sont d'anciens territoires qui étaient dans l'Empire romain. Donc, les musulmans, eux autres, aujourd'hui, on parle du terrorisme, puis de l'islam, puis de ci, puis de ça. Ils sont vraiment pointés comme les méchants. Mais c'est pas forcément vrai. De toute façon, eux ne se décrivent pas comme les méchants, évidemment. Mais ils ont une ouverture d'esprit qu'on ne leur reconnaît pas souvent parce qu'on veut les dépeindre comme des méchants. Ils vont garder énormément de connaissances, au point que certains historiens parlent d'une connaissance, hein, d'une science gréco-islamique. Donc c'est pas pour rien. Je rentre pas dans les détails parce que ça fait pas partie de notre ère géographique et de notre fil conducteur en civilisation occidentale. Mais les musulmans vont permettre vraiment d'acquérir plein de connaissances et de transmettre plein de connaissances de l'Antiquité aussi. Je vous donne quelques exemples en rafale. Les points cardinaux, le fait de se repérer sur une carte, c'est quelque chose que les tribus germaniques n'avaient pas du tout, qui avait été perdu dans ce chamboulement du Moyen-Âge-là. Mais les musulmans, hein, en Espagne, entre autres, vont retransmettre cette information-là de comment se situer dans l'espace et le temps, longitude, latitude, hein, qu'on dirait avec nos termes modernes à nous. Un autre en mathématiques super important, le zéro. Le zéro, c'est pas un chiffre, hein, vous le savez, mais c'est une notion mathématique super importante. Au Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup d'avancées mathématiques, c'est plus les sciences manuelles, hein, l'artisanat qui se développe. Mais en fait, la découverte pour notre société à nous du zéro, grâce aux musulmans, ça va vraiment ouvrir des portes en mathématiques absolument phénoménales et ça va permettre donc cette renaissance d'exploser au niveau des connaissances comme elle va le faire. Ils vont apporter aussi des connaissances en médecine, par exemple, être capable de diagnostiquer l'hémophilie ou faire des opérations pour les cataractes dans les yeux. C'est des choses que les musulmans font à l'époque et qui vont transmettre dans ce monde occidental-là. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails que ça parce que le temps, évidemment, toujours, mais et aussi parce que c'est pas notre coin du monde qui nous intéresse. Mais il ne faut pas oublier hein, que ces musulmans-là vont avoir une influence grandiose sur la Renaissance, en plus donc de ces Byzantins qui nous viennent et qui vont venir s'installer à cause des Turcs en Occident et qui vont nous ramener des quantités de livres et des quantités de connaissances qui avaient été perdues. Donc tout ça ensemble, tout ça mis ensemble font vraiment, ce sont les points de départ de la Renaissance. J'y plonge officiellement. La Renaissance, c'est quoi? De que c'est ça? Excusez, je le trouvais cute, il n'y a vraiment pas d'autre lien que ça. Donc la Renaissance, si je vous donnais une définition précise, hein, si je vous demandais par hasard une définition précise, ce que je ferai d'ailleurs en classe, je vous demanderai d'essayer de le formuler vous-même. Ce serait la Renaissance, ça mérite d'être clair, des connaissances gréco-romaines, donc de la culture gréco-romaine. Et ça, attention, c'est vraiment à tous les aspects, que ce soit en art,
en mathématiques, en médecine, en name it, là, peu importe. C'est vraiment la renaissance de toute cette culture gréco-romaine-là qui va refaire son apparition. Mais face à ça, excusez, pardon, là, face à ça, donc, hein, cette poussée culturelle-là, cette poussée scientifique-là, on a qui? Eh bien, oui, on a notre religion catholique. Je pense que je vous l'ai bien présenté par le passé. La religion catholique rendue à la Renaissance, ça fait 600 ans qu'elle s'est implantée en Europe. Ça fait 600 ans que la religion, c'est la seule stabilité. Hein. On a vu la chute des empires, la chute entre parenthèses, la transformation des empires. On a vu les guerres entre les différents royaumes qui se forment. On a vu les différents monarques se battre les uns contre les autres. La seule stabilité qu'il y a eu pendant 600 ans pour la population, c'est l'Église catholique. Oui, elle a bien des torts, cette Église catholique-là, mais elle a aussi des aspects positifs, donc de gérer le quotidien et d'assurer une stabilité au quotidien du commun des mortels. Et oui, c'est le cas, oui, c'est vrai. Donc, au bout de 600 ans, l'Église, elle est omniprésente, et j'ai quasiment le goût de dire omnipotente, c'est-à-dire qu'elle a plein pouvoir sur la société. Elle n'est pas supposée se mêler des affaires du quotidien, hein, les affaires terrestres, elle n'est pas supposée s'en mêler. Dans la réalité, évidemment, elle s'en mêle énormément. Et cette poussée, donc, cette renaissance de l'esprit scientifique dans nos années qui nous intéressent, va vraiment mettre à mal, va vraiment questionner l'autorité de l'Église en disant « Attends une minute, là, il me semble que dans ta description de job, tu n'es pas supposé te mêler de ces affaires-là. » Donc, on va le voir tout de suite après. Je voulais vous remontrer une carte, hein, parce qu'on s'en sort pas des cartes en histoire. La géographie, c'est toujours très interrelié. Donc, regardez cette carte-là, on est 1540. Là. Je voulais vous donner une date plus précise. Là. Évidemment, c'est pas une seule date qui nous intéresse, mais quand même. Donc, regardez tout le jaune en bas, hein, c'est les États islamiques du nord de l'Afrique. On a l'Empire ottoman, nos Turcs, hein, qui s'appelaient des Ottomans à l'époque, qui ont pris une bonne partie de l'Europe aussi. Hein, la Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche, il y a une bonne partie de tout ça qui est la Serbie actuelle, le Serbo-Croate, donc la Croatie. En tout cas, je ne commencerai pas à les nommer toutes. Il y a une bonne partie de l'Europe qui est tombée sous l'Empire ottoman. Le royaume de Pologne aussi, qui est beaucoup plus grand que la Pologne actuelle. Et on a donc nos pays plus modernes, entre parenthèses, l'Italie qui n'est pas encore unifiée, hein, avec les États de l'Église en orange au milieu, le royaume de Naples qui va finir petit à petit par unifier l'Italie par la suite, le royaume de France, le royaume d'Espagne, donc je ne commencerai pas à toutes les nommer. Ce que je veux vous nommer, c'est regarder dans le rose au centre de la carte le Saint-Empire romain germanique. On a quand même des choses qui nous intéressent, une ville particulièrement qui nous intéresse, c'est Nuremberg. Je vais en parler tout à l'heure avec l'imprimerie. Vous en avez entendu parler, mais je vais quand même faire un survol de ça tout à l'heure. Donc vous le voyez, là, on est vraiment à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, vers le début de la Renaissance. On est vraiment là, dans une transition vers la modernité, mais on est vraiment dans une... extrapolé, on est dans une Europe qui ressemble à ce qu'elle peut ressembler aujourd'hui. Oui, l'Allemagne est pas mal plus grande, mais ça se ressemble quand même. Qu'est-ce qui se passe hein, donc à la fin du Moyen-Âge? Je vous l'ai dit, c'était la guerre, c'était toujours les guerres entre les armées. Je vous ai donné plusieurs exemples, je ne retourne pas dans les détails de ça. En classe, je m'éterniserai un petit peu plus, mais je ne veux pas. Et donc, qu'est-ce qui contrôle cette société-là? Les rois, les guerres et tout ça, c'est vraiment la vision de l'Église qui dirige le quotidien, qui dirige l'opinion publique. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails de la théologie, mais je vous replace des choses, hein, vraiment quand même les concepts de base. La Sainte Trinité, on a Dieu donc qui a créé le monde en 7 jours, 6 jours, puis le 7e, il a pris ça relax. Le Fils Jésus qui est né à travers les hommes, hein, qui est mort et ressuscité pour nous envoyer le message, nous transmettre le message de Dieu et le Saint-Esprit. Je vous en ai déjà parlé au cours passé, je ne reviens pas là-dessus, je veux juste replacer les choses. Marie, pourquoi je vous parle de Marie à cet endroit-là? Pourquoi je prends le temps de faire la parenthèse sur Marie? Marie, c'est une femme. Là. Elle est reconnue depuis le début de l'Église. Elle est reconnue comme étant une humaine. C'est une femme. Il faudrait quand même pas diviniser les femmes avec le rôle des femmes dans la religion. Et elles auraient des idées de grandeur. Elles voudraient devenir pape et compagnie. Les hommes veulent surtout pas ça. Mais donc, malgré le fait que ce soit une femme régulière, Marie va finir par faire l'objet d'un culte.
parce que quand même, elle va être sanctifiée, elle va devenir une sainte, Sainte Marie. Pourquoi? Ben parce qu'elle a quand même enfanté Jésus-Christ. Elle est une personne assez pure que Dieu a décidé donc de transmettre son fils et donc son message à travers l'enfant que Marie a porté. Et le cœur là, que vous voyez rayonner, donc c'est le Saint-Cœur de Marie. Tout ça, c'est des objets de culte. Encore une fois, j'essaye de ne pas rentrer dans les détails, mais certaines parties du cœur vont être sanctifiées comme ça. Je fais une référence plus proche de nous. Si vous allez à la basilique de Montréal, le cœur du frère André, hein, le frère André, c'est celui qui a fondé la basilique à Montréal. Le cœur a été retiré et il est dans un contenant séparé. Le cœur spécifiquement, parce qu'on dit que c'est les émotions, c'est la foi et ainsi de suite. Certaines parties du corps comme ça peuvent faire objet d'un culte à part entière, même si théoriquement, dans la religion catholique, on n'est pas supposé enlever des morceaux dans le corps une fois qu'il est mort, parce que c'est supposé servir lors de la Renaissance. Je ne vais pas rentrer là-dedans, encore une fois, je m'emporte. C'est juste quelques petites notions comme ça en passant. Donc, les anges, hein, je vous ai parlé de Jeanne d'Arc. C'est pour ça là, que je vous ai reparlé des anges. Je vous avais mentionné Saint Gabriel là, qui faisait des messages. Je trouvais que j'étais passé un petit peu vite. Comment là, Dieu a envoyé Jésus? Oui, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il envoie quelques messages sur Terre parce que les choses évoluent avec le temps. Comment il fait ça? Hein? Ben, il fait ça à travers des anges qui viennent. Ils ne sont pas forcément visibles par tout le monde, mais ils peuvent être visibles par des élus, par des gens que Dieu a choisis. Donc, il y a Saint Gabriel, un des anges principaux du paradis, donc va être envoyé pour donner des messages à Jeanne d'Arc lors de la guerre de 100 ans. J'avais fini mon cours 6 avec ça. Il y a plusieurs papes, plusieurs curés qui vont avoir des visions et qui vont dire « j'ai vu un ange ». Donc, c'est... encore une fois, j'essaye de me restreindre, là, mais depuis que tu es tout jeune, depuis que tu es enfant, on va te dire la religion catholique, Dieu, les anges, le paradis, l'enfer. Quand tu as une vision, que ce soit par... Il y a plein de raisons, hein, l'utilisation de drogues dures, par exemple... chez les Aztèques, les Incas, il y avait des drogues très, très, très puissantes qui étaient hallucinogènes, volontairement hallucinogènes, qui servaient à avoir des visions. Mais ces gens-là, Aztèques, on leur disait depuis le début, quand tu vas avoir des visions, tu vas voir Huitzilopochtli ou tu vas voir Tlaloc, tu vas voir ces divinités-là. Quand ils gobaient du Datura Stramonium, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient Huitzilopochtli ou ils voyaient Tlaloc, évidemment. C'est ça qu'on leur a enseigné. Mais c'est la même chose avec nos catholiques. Théoriquement, nos catholiques ne font pas de drogue dure, là, c'est pas supposé être dans les mœurs, quoique il y a des sectes qui le prônent. Mais mettons, pendant le Moyen-Âge, c'était plus dur de se nourrir. Avec la faim, avec la soif, tu peux avoir des hallucinations. Hein, ton corps peut être en carence et avoir des hallucinations. Mais depuis que tu es tout petit, on te parle du royaume des cieux, on te parle de Dieu, on te parle des anges. Qu'est-ce que tu hallucines? Tu n'hallucines pas Baba Yaga de Russie. Non, tu hallucines un ange qui va venir te jaser, évidemment. Donc, peut-être aussi que ça existe pour vrai, les anges. Je ne le sais pas, je n'ai jamais eu de vision du genre. Mais bref, vous comprenez le principe. C'est pas est-ce que c'est vrai les anges? Est-ce que c'est des visions parce on les a enseignés dans cette voie-là? Je ne le sais pas. Je ne me prononce pas non plus là-dessus. Donc, la menace, hein, rappelez-vous, l'excommunication, je vous en ai parlé de l'excommunication, à quel point c'était une menace importante à l'époque. Pourquoi? Ben parce qu'on s'en allait en enfer. Ça, c'est une représentation. Excusez-moi, mon image est très pixelisée. Elle n'était pas comme ça à la base. C'était une peinture qui représentait les enfers que je voulais vous montrer. J'ai malheureusement pas beaucoup le temps de faire d'histoire de l'art, de vous montrer des tableaux et tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Le temps m'est toujours compté. J'ai oublié de vous mentionner, je le fais là, j'ai oublié de vous mentionner qu'il y a une troisième option hein, pour les âmes perdues, donc les gens qui sont comme en attente de jugement. Il y a les limbes, peut-être que vous les connaissez, là, mais je voulais quand même vous faire cette nuance-là. Donc, quand tu étais bon, tu avais mené une bonne vie, il n'y avait pas d'équivoque, tu t'en allais au paradis, tu étais méchant, il n'y avait pas d'équivoque, tu t'en allais en enfer. Mais si tu étais comme entre deux, tu étais faim, mais ça t'arrivait de voler du chocolat, mettons, tu étais pogné dans les limbes ou tu étais une âme indécise, peu importe. Là. C'est vraiment là, une espèce de entre-deux. C'est de ça qu'on parle, encore une fois, hein, expérience de vision et compagnie.
C'est le fameux tunnel, hein, quand les gens qui sont revenus, qui sont passés proches de mourir, puis qui reviennent, ils disent «Ah, j'ai vu un long tunnel, puis il y avait une lumière au bout». Mais théoriquement, ce serait ça, les limbes, ce serait le premier passage avant, c'est comme un centre de dispatch en bon québécois, là, avant de savoir où est-ce que tu t'en vas. Si on s'en va dans une autre culture, encore une fois, je me permets une mini parenthèse, si on s'en va dans la culture asiatique, hindouiste et chinoise, il y a ce qu'on appelle le voyage astral, la sortie du corps. Donc l'âme, ça c'est internationalement reconnu là, dans toutes les cultures, là, sauf ceux qui sont scientifiques, très terre à terre, là, mais dans les religions ancestrales, il y a le corps physique sur Terre, mais il y a l'âme. L'âme, c'est la personne que tu es en dedans. Et donc, il y a moyen pour cette âme-là de sortir à travers le voyage astral, à travers des techniques de méditation, des techniques autres aussi. Je ne rentre pas dans les détails. Et en fait, les gens disent que cette vision-là, hein, du tunnel, de cette sortie, de cette impression de voler vers une lumière, ben, ce sera en fait une forme de voyage astral que les gens vivent avec là je m'excuse, je l'ai en anglais, Near Death Experience. Quand tu passes proche de mourir, en fait, ce serait cette âme-là qui sort, qui s'en va vers le royaume de l'au-delà, là, peu importe comment on le nomme, mais finalement qui revient dans le corps. Donc ce serait ce genre de vision-là aussi. Si vous avez par exemple fait des rêves où vous aviez l'impression de voler, il y a des gens qui disent que ça peut être des voyages astrales non contrôlés, non conscients, hein, parce qu'on peut faire des voyages astraux conscients où c'est volontaire. Je rentre pas là-dedans, je connais pas assez ça, là, mais il paraît qu'on peut faire ça, puis qu'on est conscient qu'on sort de notre corps, mais il y a aussi, à travers les rêves, là, que ça pourrait être, en tout cas, je rentre pas là-dedans, j'ai pas le temps, il y a trop de choses à dire tout le temps. Les beaux bonhommes qui sont ici, regardez, hein, des cartes de mode, sans hésiter, si les papes avaient le droit d'être mariés, vous auriez opté pour ça, mesdames. Je suis sûr que ces beaux bonhommes-là vous plaisent. Et monsieur aussi, d'ailleurs, ne faisons pas de sexisme. Hein, chacun a sa liberté et du moment que tout le monde est consentant, c'est correct. Dites pas ça à un pape, par exemple, le pape sera pas d'accord. Mais donc, le pape qui est supposé être une autorité divine, hein, une autorité morale, une autorité sur les âmes sur terre, vont accumuler des richesses absolument incroyables. Je vais vous en reparler de la famille des Médicis tout à l'heure à Florence, en Italie. Il va y avoir plusieurs papes qui viennent de la famille des Médicis. Et en fait, le pape, il n'est pas marié officiellement, mais il a une femme, il a des enfants. Il y a des orgies au Vatican. On est très, très, très loin du rôle sacré, du rôle stéréotypé que le pape devrait avoir pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est un grave problème. Donc, oui, on a un leader, encore une fois, je m'excuse des anglicismes, mais c'est comme ça qu'on parle au Québec. On a un leader moral, mais c'est pas forcément un bon exemple à suivre à cette époque-là. Mais il reste une autorité. Quand le pape dit il faut faire ça, ben, je vous l'ai présenté hein, au cours 6, la hiérarchie. Les gens en dessous exécutés, malheureusement, les autres, que ce soit des bons ou des mauvais, ça, encore une fois, c'est discutable. La religion, ça aussi vous l'avez probablement déjà vu normalement, là, a une conception du monde donc assez linéaire. Je vous l'ai marqué en haut, hein, donc l'homme créé à l'image de Dieu est au centre de l'univers. Donc si l'homme est au centre de l'univers et qu'il est sur la planète Terre, évidemment la planète Terre est au centre de l'univers et tout le reste de l'univers tourne autour. On appelle ça le géo, hein, la géographie, l'étude de la Terre, le géocentrisme, centrisme, le centre. Comme quoi le nombrilisme hein, et l'égoïsme et les hautes estimes de soi ne datent pas d'aujourd'hui chez les humains. On dit l'être humain est parfait. Quelle erreur en partant comme jugement. L'être humain est parfait, il est à l'image de Dieu, il est le centre de l'univers, donc obligatoirement le reste de l'univers tourne autour. Pour nous, je vous montre ça, puis vous faites, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, parce que vous avez été éduqué autrement. Mais prenez une seconde pour essayer de réfléchir, essayer de penser à ça. Pendant des centaines d'années, il y a des gens qui étaient convaincus que ça, c'est la vérité. Ce que vous pensez aujourd'hui, dans des centaines d'années, dans des milliers d'années, si les humains existent encore parce qu'on a réussi à coloniser Mars, mais qu'on a scrappé notre planète, peut-être pas, on va peut-être être capable de réaliser à quel point on est idiot, mais à quel point on est intelligent pour contrebalancer ça. L'avenir nous le dira, mais on sera plus là pour le voir.
peut-être qu'il y a des gens qui vont penser que ce qu'on dit aujourd'hui, puis que ce qu'on pense, notre vision du monde, elle est totalement absurde, elle est totalement ignorante de la réalité, mais on fait avec les connaissances qu'on a là où on est rendu dans notre évolution. Donc oui, ce système-là, que la Terre et l'humain est au centre de l'univers, c'était quelque chose d'acquis et c'était quelque chose de reconnu par tout le monde. Donc essayez de voir ça un peu. Ça, je repasse rapidement. Hein, cette bulle-là, c'était vraiment pour vous faire un petit rappel de ce qu'on avait vu par le passé. Donc, supposé sauver les âmes, mais cherche à s'enrichir. Je vous ai parlé déjà du trône du pape. Ça, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. J'aime beaucoup les caricatures aussi. Ça, 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 ça traduit des problèmes sociétaires très efficacement. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Malheureusement, j'ai aucun talent en dessin, sinon je m'amuserais probablement à en faire. Donc, vous avez lu probablement pendant que je parlais, là, je passe pas de temps là-dessus. Ça aussi, là, c'était juste pour le plaisir. Je rentre donc finalement dans mon humanisme. Encore une fois, là, au lieu d'y aller avec des notions abstraites et des grandes théories, je vais essayer d'y aller à travers des personnages clés un petit peu plus. C'est un petit peu plus tangible, c'est plus facile de s'y raccrocher. J'ai tendance à faire ça dans mes cours. Donc l'humanisme, là je vous donne vraiment la longue définition officielle que j'ai tirée du dictionnaire. Donc j'ai pas mis ma source, mais ça vient du dictionnaire. Donc mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, hein, gréco-romaine, gréco-latine c'est la même chose, manifeste un vif appétit pour le savoir visant l'épanouissement de l'homme. L'humanisme, encore une fois, hein, les mots ils ont un sens, il faut, quand on s'attarde, humanisme, humain, hein, on remet l'humain au centre de ce questionnement scientifique-là. Et ça va être vraiment ça qui va nous intéresser avec nos humanistes. On est inspiré par qui? Oh, excusez, mes Grecs sont un petit peu hors cadrage. Je vous en nomme quelques-uns parce que je ne veux pas vous agacer avec ça. Donc, nos Grecs, je vous donne deux exemples. Platon, hein, qui est un philosophe, vous ne pouvez pas passer à côté. Je pense que vous le lisez en philosophie ou en français, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Pourquoi Platon pointe vers le ciel, contrairement à Socrate, lui qui pointe en avant là, dans ce tableau-là. Donc, Platon dit l'homme essaye de se transcender, hein, d'aller vers le haut, de se dépasser, d'aller plus loin que lui-même. Tandis que, en réfléchissant avec la philosophie, en se questionnant, en essayant de devenir un meilleur homme, hein, on essaye de se transcender. Transcender, c'est aller vers le haut, aller vers le ciel. Tandis que Socrate, lui, va dire la vérité, il pointe en avant, la vérité, elle est dans les humains, elle est en nous. Donc, il faut se questionner sur nous, faire une réflexion interne et non pas essayer d'aller chercher plus loin que nous les réponses à nos questions. Petit aparté d'histoire de l'art, je vous ai dit que j'aimerais ça faire ça. Je m'en suis permis une. À côté, on a Plutarque qui est un savant aussi, là, un savant militaire, un savant scientifique aussi sur plusieurs affaires. Malheureusement, là, je ne peux pas rentrer encore une fois dans les détails à cause du temps qui file, mais vous tapez Plutarque dans Google, vous allez savoir très rapidement c'est qui. Je vous donne deux exemples. Virgile en bas, hein, Publio Virgilio. Virgilio, c'est Virgile, son nom. Mais celui que je veux que vous regardiez surtout, c'est Cicéron. Regardez ce beau Cicéron. 43, il est mort en 43 avant notre ère. Mais ça, je prends le temps, j'essaye de ne pas lire les prédits, mais ça, je prends le temps de vous le lire. Regardez comment il décrit la société romaine et comment ça s'applique à notre société. 1. Le pauvre, il travaille. Déjà là, ça en dit long sur la société, et c'est encore le cas. 2. Le riche, il exploite le premier, donc il exploite le pauvre. 3. Le soldat, il défend les deux. Le contribuable, il paie pour les 3. Le vagabond, il se repose pour les 4. Le poivreau, il boit pour les 5, donc je ne définis pas poivreau, vous le déduisez avec la définition. Le banquier, il escroque les 6. L'avocat, il trompe les 7. Le médecin, il tue les 8. Le croque-mort, il enterre les 9. Et le politique, il vit des 10. C'est un peu cynique, hein, cette vision du monde, mais c'est très facilement applicable à notre société encore actuelle, malheureusement. C'est quelque chose qui est repris là, si vous faites des études ou si vous prenez des cours en politique. C'est quelque chose que vous risquez de revoir dans le futur. Et peut-être aussi, avec votre expérience de la vie, ça va peut-être vous revenir en tête. Je ne passe pas plus de temps là-dessus, encore une fois. Je n'ai pas beaucoup de temps.
L'humanisme se base sur quoi? Il se base sur trois fondements, hein, sur trois théories de base. La raison, donc vraiment le raisonnement scientifique. On est en sciences humaines, là, mais je fais une référence aux sciences pures. Ouais, c'est très pédant comme formulation, les sciences pures. Les sciences humaines ne sont pas pures. Bref, le raisonnement, hein, le fait de voir, de pouvoir lister. Donc, on a fait telle étape, ensuite on a fait telle étape, ça nous a mené à tel résultat. Ça nous vient de la Renaissance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est installé, là, encore une fois, depuis au-dessus de 500 ans. C'est pas pour rien qu'on y tient tant à nos maudites références scientifiques, nos notes en bas de page quand on vous demande de faire un travail, vos références, votre médiagraphie et tout ça. C'est cette méthode scientifique-là. On veut prouver que oui, on a un raisonnement, qu'on a une logique dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on présente. On ne fait pas juste dire « Ah, je pense que c'est comme ça et t'es qui toi pour penser ça ?» Non, on s'appuie sur des auteurs. Là, vous allez me dire, et vous aurez tout à fait raison, oui, mais je peux prendre une thèse, une théorie, puis trouver des auteurs qui disent exactement ça, mais je peux aussi trouver des auteurs qui disent exactement l'inverse. C'est tout à fait vrai. Vous avez juste à regarder les théories raciales du nazisme versus les théories actuelles qui disent qu'il n'y a pas de race humaine. Et oui, effectivement, on peut, il y a des ethnies, là, mais il n'y a pas de race. Sinon, on ne pourrait pas se reproduire en différentes couleurs d'humains. Donc, c'est un petit peu ça le raisonnement scientifique. Oui, encore une fois, c'est biaisable si le mot existe, mais c'est notre façon de faire quand même. Donc, c'est la meilleure qu'on a à ce jour. Ensuite, on s'en va à l'observation. L'observation, c'est vraiment là plus en laboratoire. Et l'expérimentation, donc on essaye, on ne fait pas juste rester sur papier, on ne fait pas juste rester dans les théories. On essaye concrètement donc de faire des choses dans un laboratoire pour voir les résultats par la suite. L'esprit critique va mener tout ce processus-là, tous ces fondements-là. L'esprit critique, je pense que je vous l'ai mentionné assez depuis le début de la session, utilisez votre esprit critique. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Je ne ferai pas de référence au discours de M. Legault avec la pandémie, mais peut-être que ne pas prendre ce que les gens nous disent pour du cash. Je suis pas conspirationniste, je dis pas que je dis pas que le COVID ça existe pas puis que le vaccin c'est pour nous implanter le 5G. Là. On se calme, c'est pas ça le message. C'est juste que prendre les choses avec un grain de sel puis s'arrêter une seconde pour réfléchir au message que l'on reçoit. Ça fait jamais de tort dans la vie, peu importe c'est quoi le message, dans quel contexte c'est. Que ce soit autour d'une bière en chum ou que ce soit un boss qui nous dit quelque chose à faire. Peut-être que c'est des problèmes éthiques, c'est le boss vous dit ben fais ça puis que ça envoie quelqu'un à la rue ou ça empêche quelqu'un de manger. Peut-être que la désobéissance s'applique dans ce genre de situation-là. Mais encore une fois, vous êtes le seul et unique juge de la décision à prendre. C'est vous qui vivez ces situations-là. Dans le futur, j'imagine que vous n'avez pas encore la vie de gens entre vos mains à votre âge, j'espère en tout cas, sinon c'est des grandes responsabilités à porter. Donc l'esprit critique, j'y retourne, donc accepte une idée après avoir réfléchi, après avoir eu un raisonnement et s'être demandé si c'est valable, donc si ça a une certaine crédibilité tout simplement. Ah, le temps qui file. Donc, mon premier humaniste, Francesco Petrarche, c'est un Italien, donc Petrarche. Encore une fois en classe, je vous cliquerai sur le vidéo. C'est une version en français, ça a été francisé, là, mais c'est une ode à questionnement sur la chose intellectuelle. Il parle un peu comme ça. Je voulais vous montrer le dialecte de la Renaissance, un petit peu comment les gens s'exprimaient, comment les gens formulaient leurs idées. Allez cliquer, écoutez 30 secondes. Anyway, vous ne serez pas capable de plus que 30 secondes. Je m'amuse à vous torturer un peu en classe d'habitude avec ça, mais là, vous avez le choix. C'est juste pour vous illustrer le type de personnalité et le type d'être que sont ces humanistes-là. Mais donc, Francesco Petrarche est vraiment reconnu comme le premier humaniste. Pourquoi? Parce qu'on a les premiers écrits qui nous viennent de cette personne-là, qui ont vraiment un discours de remettre l'humain, de remettre le questionnement critique, le raisonnement au centre du bien-être de l'humain et de l'avancement de la société. Donc c'est vraiment notre... C'est probablement pas le premier, mais c'est le premier qu'on a gardé des traces, encore une fois. On peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. C'est comme ça dans la vie. Il faut faire attention, nos humanistes
C'est pas tous des religieux, en fait, c'est très rarement des religieux. Faux. C'est rarement des religieux, c'est pas très rare, il y en a quelques-uns. Mais on a quand même donc des humanistes. On a Didier Erasme, lui c'est un Français, hein, Didier c'est très franco-français comme nom. C'est des gens qui sont dans l'Église. Je vais vous parler de Martin Luther tout à l'heure avec les réformes. Hein. Il y a des gens dans l'Église qui se rendent compte que ça marche pas, l'Église. Il y a de la corruption à n'en plus finir. Il y a des aberrations, tout ça. Et ils vont dire il faut remettre l'humain au centre, mais ils vont le faire dans une optique religieuse. Donc c'est pas tout à fait nos humanistes. Nos humanistes sont vraiment scientifico-humanistes. Lui, il y a l'aspect religieux. Mais on voit cette volonté-là de remettre l'humain à l'avant-plan, de remettre le bien-être de l'humain à l'avant-plan à travers la science, la technique et la religion pour lui. Hop là, excusez, encore une fois, mon truc fait des... Ah, je vous vole plein de punch. Je m'excuse, j'essaie de pas vous faire ça. Des fois, je contrôle pas la manette à sa propre volonté, ça a l'air. La bébé à Jim se fait aller. Je fais pas, je vous l'ai pas encore donné cet exemple-là, je le fais pendant la révolution industrielle. Vous comprendrez la bébé à Jim plus tard. Donc, il y a quelque chose de drastique qui va arriver pendant la Renaissance qui va permettre aussi à cette Renaissance-là d'arriver. C'est l'invention de l'imprimerie. Je ne ferai pas de faux punch avec mon bug d'écran. Donc, c'est l'imprimerie, c'est le fait d'être capable d'imprimer des livres. Encore une fois, vous pouvez aller cliquer sur le vidéo. En tout cas, à ce jour, il fonctionnait encore. C'est vraiment, ça vous présente comment une imprimerie fonctionnait à l'époque. C'est quand même très intéressant. Pourquoi c'est un changement drastique? Voyons, il l'aime donc bien le... Excusez-moi, là, ça m'énerve un peu. Je vais peut-être retourner avec les flèches si ça le refait une autre fois. Je m'excuse des petits bugs techniques, ça, je le contrôle pas. Ok, non, ça, je vais vraiment tasser ça, excusez-moi. Et, de toute façon, je vais le faire sans note, ça va être plus efficace. Je vais le faire sans la bébelle qui bug, je m'excuse, ça fait partie, ça arriverait en cours aussi, il n'y a pas de drame. Donc, je suis rendu là. Comment on faisait avant? Ce que je vous présente sur l'image, hein, c'est vraiment donc un moine copiste. Parce qu'on n'avait pas d'imprimerie, on n'avait pas d'impression. Donc, comment ça fonctionnait? Et c'était tout en latin à l'époque. On est encore en latin majoritairement, surtout dans la religion. C'est d'ailleurs un moyen de contrôler la population. La population ne pouvait pas lire la Bible en latin. Ils ne parlaient pas ce langage-là. Ça prenait de l'éducation pour ça. Et donc, on avait des livres, une version originale d'un livre. Et on avait des dizaines et des centaines de moines qui étaient engagés dans des monastères, dans des églises et ainsi de suite. Et leur job, c'était vraiment, là, ils recopiaient le livre mot pour mot tel quel, avec les dessins, les enluminures, c'était vraiment l'expression une job de moine, là, ça vient de là, des moines copistes, parce que c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'ouvrir des livres ou de voir des livres qui datent du Moyen-Âge, mais c'est vraiment des œuvres d'art en soi, ces livres-là. Et aussi, c'est que si tu es rendu aux 3/4 de ta page et que tu fais une faute d'orthographe, il faut recommencer la page au grand complet. On ne fait pas backspace, là, ça n'existe pas à l'époque. Il faut recommencer tout au complet. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des livres étaient faits recto seulement pendant un certain temps. Ensuite, il va y avoir le recto verso. Là. Mais c'est quand même tout un défi. Donc, il va y avoir un changement drastique à ce niveau-là. C'est grâce à Johannes Gutenberg. Donc, 1440, on est autour du 15e siècle à ce moment-là. Encore une fois, ça, je me fais toujours un devoir de le faire et de le dire. C'est pas Johann Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Non, on a les petits gabarits avec les lettres. C'est quelqu'un qui a inventé ça. La machine à presse, c'est quelqu'un d'autre qui a inventé ça dans une autre industrie. Johann Gutenberg, on va l'appeler juste Gutenberg, c'est plus simple. Son mérite, et il a entièrement le mérite pour ça, je ne le nie pas, c'est qu'il va prendre tous les éléments qui sont nécessaires, il va les mettre ensemble et ça va donner l'imprimante. Oui, c'est vrai. Mais je fais ce genre de lien-là avec l'invention de l'ampoule, avec l'invention de l'auto, un petit peu plus tard ou dans d'autres cours. C'est jamais un inventeur, il ne faut pas penser ça. On nous fait croire là, avec le one self-made man, l'homme qui s'est fait lui-même aux États-Unis, ce rêve américain du gars qui devient riche par son propre travail. On nous fait croire qu'il y a des gens, c'est un héros dans l'humanité qui a fait progresser l'humanité comme ça se peut pas. Elon Musk là, qui s'en va sur Mars, là, c'est pas Elon Musk qui construit sa petite fusée. Là. C'est des dizaines et des centaines de cerveaux qui travaillent ensemble pour se rendre là. Il y a des dizaines de cerveaux avant Gutenberg qui ont travaillé, qui ont inventé les affaires pour se rendre là. L'encre et tout ça, on a importé ça d'Asie.
Donc, il faut pas croire que ce gars-là, c'est un méga génie. Oui, il est intelligent, oui, il a fait quelque chose de révolutionnaire, mais il a pris beaucoup de choses qui sont arrivées avant lui. Il a juste le mérite de les avoir mis ensemble pour donner un résultat final absolument incroyable. Mais faites attention à ce genre de choses-là. Donc, comment ça se passe dans une imprimerie à l'époque? Là, je vais y aller rapidement. On a au premier plan, hein, donc vers nous, on a premièrement donc les deux bonhommes à droite, vous en voyez un, il y a des espèces de trucs dans les mains là, qui appuient sur les feuilles. Donc on a, tenez, je vais le faire comme ça. On a par exemple une planche de bois, comme ça. Puis dans la planche de bois, il y a des lignes creusées là, avec des outils de menuisier. Et on a des lettres, des petites lettres en métal individuelles. Et on glisse les lettres dans ces lignes-là pour former les mots. Attention, il faut l'écrire à l'envers. C'est ça qui est compliqué, un petit peu comme quand on lit quelque chose dans un miroir, c'est à l'envers. Il faut écrire les mots, mais il faut les écrire à l'envers. Ensuite, ce que le gars il fait, il prend des étampes puis il met de l'encre sur les lettres. Ensuite, on prenait une presse, hein, quelque chose qui faisait descendre ça. On allait peser sur une feuille de papier pour que les lettres s'impriment à l'endroit, cette fois-là, sur la feuille de papier. Et donc, on avait notre imprimé, on avait notre résultat final de ce qu'on voulait. Pourquoi c'est révolutionnaire, ça? C'est parce que pour un moine, recopier une page, ça pouvait prendre... Il y a des gens plus efficaces que d'autres, là, mais ça pouvait prendre une demi-journée, une journée. Faire un livre, ça pouvait prendre une année au complet, là, parce que c'est vraiment un travail incroyable à la main. J'exagère, je stéréotype, là, mais vous comprenez le principe. Là, on met de l'encre, on pèse, on met de l'encre, on pèse, on met de l'encre, on pèse. C'est vraiment instantané comme façon de reproduire plusieurs fois le même ouvrage. C'est ça qui est révolutionnaire, c'est la vitesse d'exécution qui est révolutionnaire parce que on va pas faire un livre par mois, on va faire 100, 200, 300 livres par mois. Et donc, ces livres-là peuvent être vendus, si on regarde ça du côté économique et du côté capitaliste, mais c'est aussi la diffusion des idées. C'est aussi que ces idées-là peuvent être envoyées à des scientifiques en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. On peut envoyer ces copies-là plus loin et les idées, donc, peuvent circuler de cette façon-là. C'est ça que l'imprimerie va faire de différent dans la société à l'époque. Je continue parce qu'il me reste plein de bulles encore à faire. Donc, beaucoup plus rapide, diffuse les idées des humanistes. Moins cher parce que on est capable donc d'en faire plus. Faites pause si vous avez besoin pour prendre ça en note. Je continue mon périple. Quel fut le premier livre imprimé? Vous vous sauvez une fois de plus de mes questions. Essayez d'y répondre avant que je donne la réponse. La Bible. Pourquoi la Bible? Parce que, tout simplement, je vous l'ai dit, hein, l'Église, elle est omniprésente dans la société à l'époque. Et Gutenberg a cette nouvelle machine-là. Et écoutez, l'excommunication, la torture, l'emprisonnement, et ainsi de suite, c'était des choses que l'Église faisait régulièrement dans la société à l'époque. Et lui, il va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Mais il va se dire, oh, le premier livre que j'imprime, si c'est la Bible, là, il est allé voir l'évêque, il est allé voir les plus hauts dirigeants de sa région à lui. Je pense qu'il est en Italie, Gutenberg. Oh non, il est en Allemagne, peu importe. Il est allé voir le pape et compagnie, puis il a dit, regarde, j'ai une nouvelle machine, ça permet de diffuser, de faire des Bibles en grande quantité. Et là, le pape il a fait, oh, ça c'est nice, on va pouvoir en envoyer aux prêtres dans les différents pays pour qu'ils puissent faire la lecture, pour que ce soit plus homogène et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Gutenberg? Hein? Il va chercher l'autorisation, le check du pape, de la religion, pour dire cette invention-là, c'est une bonne invention. Ensuite, elle va servir à diffuser les idées des humanistes, mais dans un premier temps, ça prend absolument l'autorisation de la religion catholique pour pouvoir faire ce genre de choses-là dans la société. Donc, beaucoup de marketing, si on utilise des termes modernes. Ça, c'est ce que je viens de dire à l'oral. Encore une fois, je vous laisse faire pause. Je sais que le rythme est soutenu aujourd'hui, mais c'est parce que je vois que le temps file, puis il me reste une couple d'affaires à vous jaser. Je veux avoir le temps de tout dire, puis je veux pas que ce soit trop long. Je rentre, il me reste donc réforme contre réforme, et une dernière petite bulle après ça, il me semble. Je rentre dans les réformes. Je vous l'ai dit, hein, ces humanistes-là vont remettre l'humain au centre de leur questionnement, au centre de la société, au centre du bien-être de l'avenir. Et c'est qui met un frein? Malgré le fait que l'Église ait dit oui pour l'invention de Gutenberg, l'Église est quand même un frein à la société. Je vous donne un exemple très 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 simple. L'homosexualité vient d'être acceptée, je pense que c'est l'année passée, par le pape actuel. On s'entend que si, au niveau conservatisme, au niveau rétrograde,
l'Église est quand même un exemple assez flagrant de ce côté-là. Je dis pas que c'est, encore une fois, hein, je l'ai dit par le passé, ça n'a pas juste des côtés négatifs, mais ça, ces côtés-là, c'est indéniable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les humanistes vont faire? Les humanistes vont dire, ben, l'Église, là, sur Terre, elle s'est détournée de sa mission. Elle est vraiment en recherche donc de s'enrichir. Elle n'a plus du tout les humains, elle n'a plus du tout les âmes des humains en tête. Elle veut vraiment juste mettre de l'argent dans ses poches. Un exemple vraiment flagrant de ça, regardez les lettres d'indulgence, la vente d'indulgence, mais c'est une lettre d'indulgence. Qu'est-ce que c'est? Donc, prenez les choses en note pendant que... je vais vous la laisser un petit peu pendant que je jase. Donc, la lettre d'indulgence commence à fonctionner. Vous aviez un comptoir dans la ville, dans le village, avec des prêtres qui étaient là. Je vais vous donner le même exemple que je donne toujours. Jim se promenait, j'aime pas ça parler de moi à la troisième personne, mais c'est l'exemple. Jim se promenait tranquillement. Et il a vu un portefeuille à terre, il a ramassé le portefeuille et il a pris l'argent qui était dedans, il a remis le portefeuille à terre au lieu de regarder la carte d'identité, de ramener le portefeuille à la personne avec l'argent dedans évidemment. Tiens d'ailleurs, deux nuances à ça. C'est douteux au niveau éthique, mais encore une fois, vous êtes les maîtres de votre propre destin. Vous avez deux options dans ce genre de situation-là. Vous prenez l'argent, mais au moins, s'il vous plaît, ramenez postez le portefeuille à la personne, ou si vous avez une carte d'identité, vous avez l'adresse dedans. Postez le truc en disant j'ai trouvé votre portefeuille, il était vide, il n'y avait plus d'argent dedans. Ça, c'est vous qui gérez votre conscience, ça ne me concerne pas. Ou l'autre option, vous ramenez le portefeuille dans un commissariat de police, la SQ ou une police municipale, et eux vont renvoyer le portefeuille. Bref, j'ai volé de l'argent. Là, je me dis, ah, zut, j'ai volé 200$. Normalement, le vol, je m'en vais en enfer. C'est une mauvaise action, l'Église me dit, je vais aller en enfer. Mais là, je vois un petit kiosque de vente d'indulgence, fait que je vais aller au kiosque d'indulgence, je vais donner 50$, je me garde quand même un petit profit, hein. Je vais donner 50$ en disant, j'ai commis une faute, est-ce que ce serait possible de me la pardonner? Et là, le prêtre, il va écrire, Jim, en échange d'une donation à l'Église catholique, vient de racheter ses péchés, son âme est blanche, il peut aller au paradis. C'est pas une joke, là, je le caricature même pas, c'est vraiment ça. Il y a des meurtres, il y a des choses assez dramatiques qui ont été rachetées comme ça. On a des preuves écrites. Là. C'est les historiens qui se sont penchés sur cette période-là. C'est assez incroyable de voir ce qui a été permis par l'Église catholique en échange d'argent. Et ça, c'est vraiment la preuve la plus flagrante. Je vole pas d'argent en passant. Je voulais juste le préciser, c'est un exemple comme ça. Je suis capable de subvenir à mes propres moyens par le travail. Bref. La vente d'indulgence, c'est vraiment un moyen de s'enrichir direct pour l'Église. On s'entend que tu n'as pas le souci des âmes, tu n'as pas le bien-être des âmes de la population en jeu. Tu as quelqu'un qui est un voleur, tu as quelqu'un qui est un meurtrier, tu as quelqu'un qui est peu importe quoi, un violeur, si je vais dans les cas les plus extrêmes, là, qui va en échange d'argent. C'est vraiment on s'entend que les pauvres n'ont pas les moyens de faire ça. C'est qui que ça vient de donner un avantage? C'est encore et c'est toujours dans l'histoire les riches qui ont des avantages dans la société. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en échange, ils donnent de l'argent à l'Église, puis c'est correct, mon âme est correcte, je vais aller au paradis pareil. Donc c'est vraiment quelque chose de grotesque pour les humanistes. Ils se disent, ça marche pas, t'es supposé être une bonne personne pour aller au paradis, t'es pas supposé avoir du cash, ça n'a pas rapport. Mais l'Église en profite et l'Église s'enrichit comme ça. Là, je m'excuse pour la dynamique, il faut que je pèse sur le clavier à cette heure, vu que je fais plus confiance à ma machine. Je vous ai mis un petit vidéo, c'est un Lego animé, je trouve ça bien des fois de varier les plaisirs avec quelque chose d'un petit peu moins académique et sérieux, sur la vie de Martin Luther, hein, parce que c'est lui que je m'en vais vous parler. Si ça vous tente de cliquer dessus, c'est en anglais par exemple, je sais que vous pouvez vous mettre les sous-titres en français, là, mais c'est un petit film animé en Lego sur la vie de Martin Luther. Je trouvais ça, c'est éducatif, là, il y a plein d'informations pertinentes. Je trouvais ça un petit peu plus ludique comme façon d'apprendre. Ça fait du bien de temps en temps. Donc, dans cette église-là, hein, je vous l'ai dit, il y a des prêtres qui vont réagir. Le premier, pas le premier, excusez-moi, là, mais l'exemple le plus illustre, ça va être Martin Luther, qui va vraiment donc se choquer. Martin Luther, c'est un prêtre dans l'église du Saint-Empire romain germanique.
ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne pour faire plus simple, là. Et il va dire ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Je regarde autour de moi, les prêtres, la façon d'agir, ils vivent dans la luxure, ils ont des concubines. Des concubines, c'est des femmes pour avoir des relations sexuelles, c'est pas des femmes mariées parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier, mais vous comprenez le principe. Les mœurs sont absurdes. On a un livre qui nous dit on est supposé agir comme ça, depuis le concile que je vous ai présenté il y a longtemps. Mais c'est aucunement respecté. Donc, ce qu'il va faire Martin Luther, il va dire ça n'a aucunement de sens. Il faut trouver, il faut réformer, il faut remettre les choses à l'ordre du jour. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer 95 thèses, et c'est vraiment ça qui est le coup de tonnerre dans l'Église catholique. 1517, à l'église de Wittenberg, il va vraiment donc aller, l'image, c'est pas une caricature, il va aller sur l'église sur la porte de l'église de Wittenberg, j'ai fini par le dire, merci. Et il va clouer littéralement ces 95 propositions pour réformer l'église. Il veut juste bien faire quand il fait ça, il veut mettre fin à la corruption, mais les hommes sont des hommes, et le pape va dire Martin Luther, tu te prends pour qui? Je t'excommunie. Donc là, c'est même pas un commun des mortels, c'est un prêtre qui l'excommunie, parce que le pape était vraiment pas un exemple de vertu à l'époque, à ce moment-là. Qui va dire ça n'a pas d'allure ce que tu dis, sors de la religion catholique, on ne te veut plus. Le problème, c'est que ça va pas avoir l'effet escompté, c'est-à-dire que Martin Luther ne va pas lâcher son combat, même s'il fait face donc au pape, qui en plus va être appuyé de Charles Quint. Charles Quint, c'est le beau bonhomme avec un menton proéminent, qui est l'empereur à ce moment-là. Regardez aussi par la même occasion son costume, on voit que les choses commencent à évoluer. On va parler de la colonisation, puis des voyages la semaine prochaine. On commence à avoir un look qui ressemble à cette période-là. Donc, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire germanique, lui, il est du côté du pape, il veut que le pape le soutienne. Donc, il va prendre le côté du pape, et il va condamner Luther aussi. Mais, oui, ça, je rentre pas dans les détails, ça, j'ai pris ça dans un manuel. Vous pouvez le lire, en fait, les fondements de l'Église luthérienne, l'Église qu'on appelle l'Église protestante aujourd'hui. Allez le lire, c'est intéressant, mais je ne veux pas passer du temps là-dessus encore une fois. Faites pause, prenez le temps de le lire. Donc, il y a des gens qui vont prendre le côté de Luther en disant c'est vrai que ça n'a pas d'allure, l'Église actuellement dans notre société, ça n'a plus d'allure, pas en tout. Donc, ils vont prendre le côté de Martin Luther, ils vont s'opposer, ils vont protester contre la décision du pape et contre la décision de Charles Quint. Donc, ils vont protester, ils vont devenir les protestants face à ces décisions-là. Ils vont dire, non, nous, on suit Martin Luther parce qu'il a raison. C'est vrai que l'Église, elle est complètement dégénérée d'une certaine façon à cette époque-là. Donc, principe de base, le fait que l'Église garde le monopole sur le livre sacré, sur la Bible, parce qu'elle est écrite en latin. Martin Luther va dire qu'il faudrait que les gens soient capables de la lire, il faudrait la traduire dans des langues séculaires, les langues de l'utilisation de tous les jours. Et il ne faut pas que ce soit les religieux qui dominent la population, il faudrait que tout le monde travaille ensemble. Donc ce genre de choses-là va évidemment rallier bien des gens à sa cause, et ça va devenir les protestants. Les protestants aujourd'hui, c'est quand même c'est très 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 significatif comme mouvement. Donc, 1530, rupture entre l'Église catholique et l'Église protestante. Je vous avais parlé de la rupture entre l'Église orthodoxe et l'Église chrétienne catholique. Là, on a une deuxième rupture entre les catholiques et les protestants. Donc, c'est toutes des chrétiens, mais c'est encore une sous-branche. Je vous l'avais dit que cette religion-là allait faire plein de sous-branches. En voici une autre. Face à cette création de l'Église par Martin Luther, on a d'autres gens qui vont faire « Hey, c'est une bonne idée ça ». Donc je vous montre deux autres exemples assez rapidement, juste pour vous présenter qu'ils existent. On a donc l'Église anglicane. Anglicane, c'est en Angleterre. C'est qui va faire ça? C'est Henri VIII, le roi d'Angleterre. Pourquoi Henri VIII va créer sa propre religion? C'est vraiment une histoire très personnelle, cette histoire de la religion anglicane-là. En fait, Henri VIII, normalement, à l'époque, tu te mariais une fois,
tu n'avais pas le droit de divorce. Le seul cas où le divorce était accepté, c'est quand les femmes, parce que c'était évidemment la faute des femmes, encore une fois, mesdames, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'ils disaient à l'époque, c'est la faute des femmes s'ils n'étaient pas capables de procréer, s'ils n'étaient pas capables d'avoir d'enfants. Donc, Henri VIII va divorcer une première fois, ça marchera pas, il n'y aura pas plus d'enfants. À un moment donné, quand c'est les autres, quand tout le monde est un problème, c'est peut-être parce que c'est toi le problème, mais en tout cas. C'est pas le roi d'Angleterre, c'est sûr à cette époque-là, le problème, c'est les femmes. Donc, il va vraiment avoir énormément d'épouses. Il va avoir 8 épouses au total, si je me souviens bien. Il va regarder la deuxième, Anne Boleyn, il va la décapiter. Il va en décapiter 2 ou 3, en fait, dans la série. C'est pas un joli cœur, c'est pas un bonhomme très sympathique à côtoyer. Parce qu'en fait, il veut divorcer, puis l'Église va lui dire, ben là, t'as divorcé 1 ou 2 fois, c'est parce que t'es le roi qu'on a accepté que tu divorces une deuxième fois. Là, c'est assez. Fait que comment on fait pour se remarier? Ben, si on est veuf, si notre femme est morte, ben, on a le droit de se remarier. Donc, il va trouver un prétexte de conspiration ou de je ne sais plus quoi, et il va faire décapiter ses femmes. C'était pas des mariages d'amour, vous pouvez vous en douter à cette époque-là. Mais il va arriver à un point où il va encore vouloir une nouvelle fois se remarier. Et là, vraiment, ça ne passe pas. Donc, le pape Clément VII refuse d'annuler le mariage. Il dit, vous avez eu des passes droites parce que vous étiez le roi, mais là, ça n'a plus d'allure. Je refuse. Et donc, le roi le roi anglais va vraiment dire, ben, je sors de l'Église catholique, je ne reconnais plus le pouvoir du pape, je crée ma propre Église, le roi est le chef de cette Église. Ça revient un peu, ça reprend le principe de césaropapisme qu'on avait pendant l'Antiquité romaine et qu'on a encore dans certains pays à cette époque-là, là, pas aujourd'hui. Mais quand même, donc c'est vraiment... le gars, il crée sa propre religion parce qu'il n'est pas capable d'avoir de descendants. Je pense qu'il finit par avoir un enfant, mais c'est à son grand dame, c'est une femme. En Angleterre, c'est moins pire, là, avec la reine Elisabeth, on en a un exemple. Les femmes peuvent accéder au trône. Mais bref, c'est pas une histoire joyeuse, cette religion anglicane-là. C'est comme ça que ça s'est passé, malheureusement. On a une autre religion qui est créée, c'est l'Église calviniste. Donc, Jean Calvin, il dit oui, Martin Luther, c'est des bonnes idées, c'est des bonnes choses qu'il fait. Les 95 thèses qu'il propose, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes idées, oui. Le voici, donc, mon beau bonhomme de Jean Calvin, Johannes Calvinus. Calvicus, excusez-moi, j'en perds mon latin. Il va dire oui, c'est bien beau, mais il va pas assez loin dans sa réforme. Martin Luther, je pense personnellement, et là c'est encore une fois une question de croyance, donc Dieu décide d'avance qui pourra aller en ciel ou en enfer. Selon Jean Calvin, tu n'es prédestiné à être une bonne personne ou à être une mauvaise personne. Si tu es une bonne personne, c'est pas parce que tu travailles sur toi, c'est pas parce que tu fais des efforts, c'est pas parce que tu résistes à la tentation, c'est parce que Dieu, quand tu es allé dans le ventre de ta mère, quand il t'a mis là, il a dit, bon, ben, telle personne, lui, ça va être une bonne personne. Fait que si tu es une bonne personne dans la vie, tu n'as pas vraiment de mérite, et grâce à ça, ben, tu vas aller au paradis dans ta vie, tu es prédestiné, ça va être comme ça. C'est décidé d'avance. Et à l'inverse, si tu es une mauvaise personne, c'est parce que Dieu a décidé que tu irais en enfer. Donc, en fait, ça nuance le propos en disant, ben, une mauvaise personne, ça sert à rien qu'elle fasse des efforts, ça sert à rien qu'elle essaye de se contrôler. Dieu a décidé d'avance qu'elle serait une mauvaise personne et donc, peu importe, elle va aller en enfer. C'est très discutable, mais c'est sa thèse à lui. Je vous la présente donc. Donc, face à cette église catholique, face à cette papauté, le pape, la papauté, la papomobile, face à toute cette décadence, on a Martin Luther qui vient créer une alternative, mais on a aussi plein d'autres qui vont embarquer dans ce mouvement-là et qui vont créer d'autres branches. Souvenez-vous principalement là, de Martin Luther et des protestants. Les autres, là, c'est pas bien grave, c'était juste pour vous les présenter parce qu'elles existent. Face à ce problème de gens qui partent de l'Église catholique, on a la contre-réforme. Là, vous le voyez, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. L'Église va dire donc, avant, on contrôlait toute l'Europe, et là, regardez, en jaune, donc, les calvinistes et les luthériens, en orange, les anglicans, on a nos musulmans qui sont toujours une menace, mais on a quand même une bonne partie de l'Europe qui est encore catholique, et on a nos orthodoxes, eux autres, ils n'ont pas beaucoup bougé. Oui, ma grosse flèche rouge, c'était pour vous présenter où était Wittenberg, c'est là que Martin Luther va présenter ses 95 thèses là, sur l'église de Wittenberg. Donc, je voulais la présenter.
Le Brandebourg, c'est pas dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une partie donc de l'Allemagne actuelle. Le pape va dire, hey, attends une minute, là, on est en train de perdre pas mal de monde dans notre religion, on est en train de perdre beaucoup de gens, et si on perd beaucoup de gens, encore une fois très pragmatique, mais on vend plus de lettres de tolérance. Le dimanche, quand on passe la dîme à l'église, le petit panier dans lequel les gens font des donations, le panier est beaucoup plus vide qu'il l'était avant, donc l'église a beaucoup moins de revenus, et aussi, par le fait même, on sauve moins de gens pour aller au paradis, parce que nous, on a la vraie religion, on sait ce qu'il faut faire pour vrai pour qu'ils aillent au paradis, versus les autres, c'est des charlatans. Je caricature, je veux pas offusquer personne là, s'il y a des catholiques dans la salle. C'est pas ça le but, je vous stéréotype les choses pour les rendre plus compréhensibles et plus faciles là, d'approche. Là. C'est vraiment seulement ça le principe. Donc, ils vont se dire, face à ces réformes-là, on va faire une contre-réforme. Comment ils vont faire ça? Ils vont s'organiser donc dans le Concile de Trente. Le Concile de Trente, attention, les dates, c'est pas important, retenez-les pas, là, c'est vraiment juste pour vous situer dans le temps et pour vous montrer à quel point ils étaient beaux à l'époque, nos curés et nos prêtres. Donc, le Concile de Trente, faites attention, Trente, c'est pas parce qu'ils sont 30, c'est parce que c'est une ville, la ville de Trente, qui est située donc en Italie moderne. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, dans ce Concile de Trente-là? Ils vont se réunir et ils vont jaser en disant, bon, ben là, on nous reproche des affaires... Peut-être que c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Et ils vont donc dire, bon, ben là, les concubines, les relations avec les femmes, tout ça, on est supposé être le célibat, on va mettre le célibat pour vrai. Les lettres de change, c'est discutable au niveau moral, on pourrait peut-être arrêter ça. Et il y a vraiment une volonté pour vrai de réformer l'Église à l'intérieur de l'Église elle-même. Et... ça va porter fruit à un certain niveau, c'est vrai qu'ils vont le faire pour vrai, mais c'est trop peu et c'est trop tard. Mais le Concile de Trente va quand même réaffirmer, là, aujourd'hui, le pape, il n'y a pas une famille qui vit avec lui au Vatican. C'est vrai qu'ils ont retrouvé, c'est à partir du Concile de Trente que ça s'est stabilisé de ce côté-là. Là. Donc, on va vraiment retrouver des mœurs plus régulière selon la doctrine, selon ce qu'eux-mêmes pensent, et non pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là. Donc, c'est une volonté de la part des religieux. C'est une assemblée de théologiens. Qu'est-ce que c'est la théologie? Je vous ai utilisé ce mot-là une couple de fois depuis les derniers cours. Je voulais prendre le temps de vous le définir, savoir de quoi on parle. J'aime bien l'étymologie des mots, mais j'aime bien aussi comprendre c'est quoi qu'ils veulent dire ces mots-là. Donc, la théologie, c'est l'étude concernant la divinité et plus généralement la religion. Là, je vous laisse le reste de la définition, c'est votre choix. Mais c'est vraiment donc l'étude de la religion, la théologie. C'est bien de s'instruire, pas juste en histoire, mais sur différents trucs aussi. C'est quoi les décisions qui sont prises à ce Concile de Trente? Donc, définir les enseignements catholiques pour qu'on enseigne partout la même affaire, parce que c'était pas forcément la même chose qui était enseignée en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre et ainsi de suite. Établir une discipline stricte pour les prêtres, ça je vous en ai parlé. Formation uniforme, je vous en ai parlé aussi avec les cathédrales qui étaient des centres d'enseignement pour les prêtres. Et seule l'Église de Rome peut interpréter la Bible. Et évidemment, ils se remettent eux-mêmes à l'avant-plan et c'est normal, c'est eux qui prennent cette décision-là. C'est rare, ça existe, les gens altruistes au point de se renier pour le bien commun, mais ce n'est pas le cas dans le cas présent. Donc, c'est encore une fois, très sommairement, les 4 verdicts qui sont faits au Concile de Trente. Et chose intéressante aussi, c'est la création de l'index. L'index, vous en avez probablement entendu parler en secondaire 4 pour au Québec, les livres qui étaient mis à l'index. C'est tout simplement donc une liste de livres interdits. Et évidemment, c'était les livres des humanistes qui se retrouvaient dans cet index-là. Et le simple fait de posséder un livre ou de lire un livre qui faisait partie de la liste de l'index, ça valait l'excommunication immédiate et donc aller en enfer par la même occasion. Pourquoi? Parce que c'était des livres qui contredisaient les doctrines, qui contredisaient les enseignements de l'Église. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien non plus qu'aujourd'hui, on trouve un index à la fin d'un livre. Ça nous vient de cet index-là, ainsi que le doigt. Là, et, je fais pas ce lien-là, j'ai pas le temps malheureusement. Je vois que le temps file une fois de plus. Dans cette contre-réforme-là de l'Église, on va avoir aussi la création des ordres religieux. Je vous donne un seul exemple, donc la Compagnie de Jésus. Le but, c'est vraiment donc d'aller reconquérir
ils vont créer ces ordres religieux-là pour aller reconquérir les anciens catholiques qui sont devenus protestants, qui sont devenus anglicans, qui sont devenus calvinistes et compagnie. Le but, c'est vraiment d'aller rechercher les gens qui ne sont pas des fidèles du pape, des fidèles de l'Église catholique. Ces ordres-là, ce sont des ordres mendiants, ce sont des ordres qui sont pauvres, qui vivent dans la rue, qui vivent de l'aumône, qui vivent des dons de la population. Ça, pour vrai, c'est ce que l'Église catholique est supposée avoir l'air, pas le pape et pas les évêques dans leur cathédrale. C'est pas la même chose. Et ce sont ces ordres mendiants-là aussi qui vont aller dans le Nouveau Monde quand on va faire la découverte de l'Amérique, et ailleurs en Asie, en Afrique aussi, partout dans le monde en fait, pour aller convertir les Autochtones, que ce soit les Autochtones d'ici ou d'ailleurs. Donc, ces ordres mendiants-là, ils viennent pendant cette contre-réforme, ils apparaissent pendant cette contre-réforme-là, mais très, très, très rapidement, ils vont prendre de l'envergure, justement à cause de cette colonisation du monde qui va avoir lieu par la suite. J'en reparle la semaine prochaine de ça. Je continue mon périple. L'Inquisition, ça, je peux pas passer à côté, il faut que je vous le mentionne quand même. L'Inquisition, la plus connue, c'est l'Inquisition espagnole, parce qu'elle va être la plus intense, la plus violente, la plus dégueulasse, si vous me permettez le terme, dans sa façon d'agir. L'Inquisition, c'est quoi? C'est vraiment une police religieuse, c'est-à-dire c'est une branche qui appartient à l'Église, et ce sont des gens qui sont là pour persécuter, littéralement persécuter, les non-croyants de l'Église catholique ou les gens qui contredisent l'enseignement de l'Église catholique. Et l'image que j'ai choisie, c'est pas pour rien. C'est de la torture, c'est de la violence, c'est des aveux tirés après des longues incarcérations, de la douleur et ainsi de suite. Je rentre pas dans les détails, là. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres de ce côté-là. Mais l'Inquisition, c'est vraiment le volet le plus sombre de la religion. Vous pouvez aller, vous faites juste marquer Inquisition ou Inquisition espagnole dans Google. Vous allez voir l'étendue des dégâts que ça a fait. C'est assez impressionnant. L'exemple que je peux vous donner de ces guerres de religion-là, parce que c'est ça, c'est une guerre de religion, l'Inquisition, c'est une guerre de religion, les réformes et les contre-réformes, c'est la Saint-Barthélemy. Je vous donne un exemple type de ça. Donc le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est en France. Il va y avoir donc des protestants qui vivent en France. Et le roi, c'est un roi catholique. Et littéralement, le roi du pays de la France va dire « Je vous donne la permission, je vous donne l'autorisation de tuer du protestant. » Et là, les catholiques vont saisir l'occasion et ils vont en massacrer. Vous avez vu le chiffre, 30 000, quelque chose du genre. C'est vraiment dans les rues, là. Tu te promènes dans la rue, puis on sait que toi, t'es protestant parce que tu viens pas à l'église le dimanche. Puis quand on a jasé il y a 2 semaines au marché, tu t'as dit que t'étais protestant. Mais un coup de fourche dans le ventre, puis ça finit là. C'est aussi drastique que ça. Les gens sont fous. Les humains sont fous à toute époque. Ils l'étaient à l'époque aussi. À cette époque-là aussi. C'est vraiment c'est un bain de sang dans les rues là, un petit peu partout en France. Ça va même dégénérer, ça va faire un effet de boule de neige. Le roi va faire comme oh, on s'arrête, là, je voulais juste que ce soit les dirigeants. Finalement, c'est devenu vraiment un massacre de population assez incroyable. Je ne passe pas plus de temps là-dessus, là, mais c'est vraiment un exemple type de cette guerre de religion-là qui fait rage en Europe à cette époque-là. Je continue mon périple. Le pape guerrier, je vais passer outre, j'ai pas le temps. Vous vous doutez qu'avec mes guerres de religion, donc, les protestants ne reviendront jamais vers l'Église catholique. C'est vraiment une coupure définitive entre les deux. Il n'y aura jamais de réunification. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas eu de réunification. Comme il n'y a pas de réunification avec l'Église orthodoxe, ne serait-ce que parce que les dirigeants ne veulent pas perdre leur pouvoir. Et il me reste une dernière bulle, je pense, les sciences et les arts. Donc, je vous l'ai dit, les humanistes veulent remettre l'humain, veulent remettre la science au centre de la vie quotidienne. Ils vont le faire comment? Ils vont le faire donc à travers différentes sphères. Je vous présente quelques exemples types de ce côté-là aussi. Le premier, donc, c'est le rejet du géocentrisme pour l'héliocentrisme. L'héliocentrisme, c'est le modèle que nous connaissons aujourd'hui, qu'on accepte aujourd'hui. Donc le Soleil est au centre de notre galaxie. Attention, pas de l'univers. À l'époque, ils disaient l'univers. Nous, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc au centre de notre galaxie.
et les planètes tournent autour. C'est Nicolas Copernic avec la lunette astronomique là, qui va découvrir ça. J'ai ensuite André Vassal, j'essaye de couvrir différents aspects, là, pas juste tout le temps les maths ou tout le temps une affaire. Là. André Vassal qui donc c'est interdit par la religion de toucher à des corps, je vous l'ai dit, à cause de la résurrection au jugement dernier. C'est interdit de disséquer, d'aller fouiller dans des cadavres. André Vassal va se cacher, il va le faire en secret, c'est pour ça que vous le voyez, les volets sont fermés dans le fond de l'image là, pour pas que les gens à l'extérieur voient ce qu'il fait. Il va vraiment ouvrir des cadavres. Là, je m'excuse s'il y a des ânes sensibles, je ne rentrerai pas dans les détails, là. Mais il va disséquer, il va aller regarder en dedans comment c'est fait, les poumons, le foie, le cœur, les intestins. Oh, ça c'est rattaché à telle affaire, ça c'est rattaché à telle affaire. C'est toutes des choses qu'on avait perdues. C'était connu à l'Antiquité, c'était des choses qui étaient connues, mais que l'Église catholique avait complètement coupé, complètement interdit de faire. Et lui, c'est un médecin. Il fait pas ça. C'est pas un sadique qui fait ça par plaisir. Là. Il est médecin. Il dit si je veux soigner les gens comme il faut que je comprenne le corps humain. Donc, il va le faire en se cachant et il va publier un ouvrage humaniste, en disant bon, ben, le cœur, ça ressemble à servir de pompe pour pomper le sang dans les artères. Je rentre pas dans les détails de médecine, je suis pas médecin, mais vous connaissez le principe, vous avez eu des cours de biologie. Et c'est un point de départ. Là. Encore aujourd'hui, la médecine, j'en ai parlé avec des gens qui étudient en médecine, en première année de médecine, ils voient l'ouvrage d'André, très succinctement, là, parce qu'aujourd'hui les connaissances sont largement plus étendues, mais ils voient André Vassal comme un des fondateurs de la médecine moderne, de la médecine qu'on pratique encore aujourd'hui. Beaucoup de choses qui sont dans notre société actuelle nous viennent de cette renaissance-là. L'esprit scientifique, la volonté scientifique en tant que société nous vient de la Renaissance directement. Ensuite, on a au niveau des mathématiques Blaise Pascal, physicien, philosophe également, René Descartes. Ça, c'est des noms que vous avez probablement entendus. Je vous les nomme, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ces gens-là. J'ai passé un petit peu plus de temps sur les deux premiers, ça vous en dit plus long. Transformation dans les arts, le dessin, la peinture, la sculpture, la musique, l'architecture, tout est un retour à l'Antiquité. Je vais vous en donner deux exemples après ça. On voit d'ailleurs un retour à l'invention de la perspective. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes images du Moyen-Âge que je vous ai mis ou si vous avez déjà vu des livres du Moyen-Âge, mais les dessins ne sont pas très réalistes versus, par exemple, les Égyptiens, l'Antiquité égyptienne. Nos Moyenâgeux sont des piètres dessinateurs, sont des piètres artistes. On a l'art gothique, on a le gothique flamboyant, le gothique régulier, ainsi de suite. En tout cas, je ne suis pas rentré là-dedans pendant les cours sur le Moyen-Âge, j'avais pas le temps, là. Mais on a des arts qui sont vraiment plus l'architecture à prendre l'expansion et prendre de l'importance. Mais on n'a pas la perspective, on n'a pas le 3D, on n'a pas les connaissances mathématiques pour faire ça. Là, l'acquisition du zéro, je vous en ai parlé de l'acquisition du zéro, va permettre de découvrir des affaires en maths absolument fantastiques, dont la perspective, dont le calcul pour faire du 3D et ainsi de suite. Et ça va avoir des répercussions directes en architecture et en dessin. En dessin, on va être capable de faire des 3D, on va être capable de faire des effets de profondeur par effet mathématique au début, et ensuite ça s'acquiert par la population. Là. Mais c'est vraiment, tout est imbriqué. Donc cette renaissance-là va vraiment, plus il y a des découvertes, plus ça entraîne de découvertes avec le temps. Géométrie mathématique. Je vous donne un ou deux personnages vraiment icônes parfaits de la Renaissance. Léonard de Vinci, regardez là, c'est un homme touche à tout, il fait de la sculpture, le cheval de bronze, c'est une sculpture. C'est un peintre, la Joconde, j'espère que vous connaissez la Joconde au Louvre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller au Louvre, mais la Joconde, c'est une icône. Moi, dans ma tête, la Joconde, c'était gigantesque, c'était beau, mais je suis arrivé au Louvre, c'est à peu près grand comme ça, là, c'est minuscule comme tableau, c'est tout petit. Mais le réalisme de la peinture, l'effet de profondeur dans la peinture, tout ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas au Moyen-Âge, c'est des choses qu'on n'était pas capable. Léonard de Vinci, c'est un génie aussi, ça pour vrai, c'est un génie là, par la même occasion. Connaissance en médecine, l'homme de Vitruve, mon fond d'écran, là, je vous ai pas mis le gars tout nu pour rien. C'est de l'anatomie, il s'intéresse à l'anatomie, il s'intéresse à la médecine, il s'intéresse à l'art de la guerre. Donc, il va construire l'hélicoptère, il va construire un tank. C'est pas des choses qui vont fonctionner en tel quel.
mais c'est lui qui va avoir ces idées-là et qui vont amener les objets que nous, on utilise de nos jours. Ça nous vient de Léonard de Vinci directement. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence, on lui reconnaît ces idées-là. On a également Michel-Ange, oui c'est ça, il me semblait bien que je vous parlais de Michel-Ange quand même, on ne peut pas passer à côté. Un peintre absolument incroyable. Je vous ai mis un fragment de la chapelle Sixtine, là, du plafond de la chapelle Sixtine. Il va passer des années, Michel-Ange, il va être couché sur des tréteaux, hein, sur des échafaudages, il va être couché sur le dos et il va peinturer le plafond de la chapelle Sixtine pendant des mois, des semaines, des mois et des années, si je me souviens bien, j'ai un trou de mémoire, si le temps que ça a pris, là. Mais c'est une œuvre monumentale. Il est sculpteur aussi, c'est vraiment un artiste, là. Il s'intéresse moins à la médecine et aux autres affaires, là. C'est vraiment plus un artiste spécifiquement. Mais c'est un géant de la Renaissance, ce Michel-Ange-là. Le temps file encore une fois, je continue. Claudio Monteverdi en classe, je vous le ferai écouter. Allez écouter le petit vidéo, c'est de la belle musique. Oui, j'adore la musique, c'est pour ça que je suis pas sain, je suis pas neutre dans la décision. Palardio, je vous présente sa construction inspirée de qui? Regardez les colonnades, regardez les statues, regardez la façon dont les marches sont organisées. C'est un retour direct à l'Antiquité grecque, gréco-romaine. C'est vraiment, là, je vous l'ai dit, quand c'est une inspiration, ça on pourrait penser que ça vient de l'Antiquité grecque, et pourtant non, on est dans les années 1500 à ce moment-là. Donc, il me reste... Oui, donc là, je vous ai mis un petit schéma conceptuel. Hein, de temps en temps, je le fais. Un mind map, entre parenthèses. Là. Je le fais de temps en temps comme ça. Il me semble que ça finit là. Non, ça, vous pourrez le regarder si ça vous tente, mais je passe pas de temps là-dessus. J'ai un petit peu dépassé mon temps, je m'excuse. Il y a tellement de choses à dire, encore une fois. Donc, Renaissance, je voulais juste, là, j'ai parlé vite, je sais que c'était soutenu, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans ce petit cours-là. Ça me prendra un cours complet pour le faire, c'est le cours sur la Renaissance. Je vous ai pas parlé là, des Médicis, je vous ai pas parlé de plein d'affaires de l'Italie, c'est de l'Italie que ça part, la Renaissance. J'ai pas le temps, j'arrête ça là. Merci de votre attention. Souvenez-vous, dans 2 semaines, donc remise dans le Léa. Le page titre, plan qui inclut votre problématique finale cette fois-là. Les 12 fiches, pas 5, hein, 12 cette fois-là, 12 fiches de lecture selon le modèle obligatoire. Ce n'est pas une suggestion, c'est obligatoire. Et votre médiagraphie aussi, donc ça va compter. Vous allez ramasser 40 ou 45 points là, sur votre travail final, sur la rédaction. Et vous pouvez me mettre votre début de rédaction si vous en avez une, pour que je fasse une première lecture de ça. Ça va me faire plaisir de vous faire tout ça. Sur ce, je pense que c'est tout. À la semaine prochaine. Salut.